Tiers livre, l'instant Lovecraft. On est au moins le 75. Je continue les lectures intégrales. Alors, Lovecraft burlesque, non mais ça va pas la tête. Sauf que, on est en 1925, il est à New York. Il a absolument besoin de gagner sa vie. Vous savez, on a fait d'autres vidéos là-dessus. C'est toute une aventure, la façon dont Lovecraft s'y prend pour essayer de devenir un homme comme les autres qui gagnent sa vie en fin de mois. Mais là, on est au début de l'année, donc il vit seul à Brooklyn. C'est une année, il n'y aura pas de grosse écriture jusqu'au gros bloc du mois d'août avec Horror à Red Hook, lui, et puis les notes qui vont donner l'appel de True une fois revenu à Providence. Mais là, figurez-vous qu'un nouveau magazine se lance. Il s'appelle Try Out. Essaye un peu. C'est un magazine qui, à la différence de Weird Tales, l'étrange, le fantastique, l'horreur, se veut aller dans le surnaturel. Mais le surnaturel, pour Lovecraft, ça fait partie de l'ADN du récit fantastique. C'est pas un hasard si Baudelaire a appelé histoires grotesques et sérieuses certaines histoires d'Edgar Allan Poe. Prenez le roi peste, par exemple, cette espèce de beuverie dans une cave avec des morts. Et bien Lovecraft, c'est là qu'il va aller. Et figurez-vous que ça nous donne un truc complètement incroyable. Le contraire de New York, un village, quelque part dans la grande Amérique. Puis bien sûr, c'est juste format magazine, 15 pages de bouquin. Si vous préférez écouter en podcast, vous gênez pas. Et si vous êtes abonné YouTube Premium là, pour éviter les pubs, comme moi je fais, vous avez juste qu'à télécharger. Débrouillez-vous. On y va. Et il n'y a rien de plus absurde, de mon point de vue, que la convention qui associe ce qui est accueillant à ce qui est salubre, laquelle semble avoir tant perverti la psychologie commune. Parler d'un bucolique hameau yankee, d'un croque-mort lourdeau et empoté, d'une mésaventure par maladresse dans une tombe, et le lecteur moyen ne saurait en attendre autre chose qu'une épaisse et grotesque variation de comédie. Dieu sait pourtant que le conte insipide dont la mort de George Birch me fournit la matière comporte des aspects par rapport auxquels nos plus sombres tragédies semblent de la lumière. Birch subit le choc qui le fit changer de métier en 1881 et n'évoqua jamais l'affaire quand il pouvait l'éviter. Pas plus que son vieux médecin, le docteur Davis, qui mourut il y a quelques années. Il était pourtant établi que la cause en fut cette malheureuse dégringolade lorsque Birch fut enfermé pendant 9 heures dans le caveau mortuaire du cimetière de Peck Valley, n'en réchappant que par les moyens mécaniques d'une escalade désastreuse et cruelle. Mais si tout cela était indubitablement prouvé, il y avait là-dessous des choses plus noires que le bonhomme a évoquées avec moi dans le délire alcoolique de ces derniers jours. Il me les a confiées parce que j'étais à son tour son médecin, et probablement parce qu'il avait besoin de la confiance de quelqu'un après la mort de Davis. Il était célibataire, sans aucun parent. Birch, avant 1881, était le croque-mort du hameau de Peck Valley, un de leurs spécimens les plus primitifs et mal dégrossis s'il y a de tels spécimens. Les pratiques qu'on lui attribuait seraient inconcevables aujourd'hui dans la moindre des villes, et même à Peck Valley, on aurait frissonné quelque peu s'y avait filtré quoi que ce soit d'une éthique variable dans l'art mortuaire appliqué au commanditaire d'un coûteux arrangement pour l'intérieur de son cercueil, et du degré de dignité à considérer quant à disposer et arranger les restes invisibles de leurs locataires sans vie dans des contenants pas toujours calculés avec la meilleure acuité. Birch était pour le moins négligent, indélicat et professionnellement incompétent. Je persiste à croire qu'il n'était pas pour autant méchant homme. Il était surtout grossier dans son être et sa fonction, irréfléchi, sans soin, ivrogne, comme cet accident qu'il aurait pu facilement éviter le prouve.
et sans rien de la plus modeste imagination dont témoigne la moyenne des citoyens et les limites que leur impose le goût. À quel moment commençait l'histoire de Birch ? Il m'est difficile d'en décider, n'étant pas habitué à raconter une histoire. J'imagine qu'on pourrait partir de ce mois de décembre 1880, si froid que le sol gela, et que les ouvriers du cimetière décidèrent qu'on ne pourrait pas y creuser de nouvelles tombes avant le printemps. Heureusement, le village était petit et basse la courbe des morts, de telle manière qu'il était possible de donner à tous les clients inanimés de Birch un havre temporaire dans l'unique et antique caveau mortuaire. La léthargie du croque-mort redoublait dans les temps âpres, et il semblait alors se surpasser dans le laisser-aller. Jamais il n'assembla de cercueils aussi minces et déglingués, ou négligea de façon plus flagrante le besoin d'entretenir le solide verrou sur la porte du caveau qu'il claquait pour l'ouvrir et refermait dans le je-m'en-foutisme le plus nonchalant. Le printemps apporta enfin le dégel, et on prépara laborieusement les tombes pour les 9 soldats silencieux du sinistre moissonneur en attente dans le caveau. Birch, bien que haïssant le soin du transfert et de l'enterrement, en entreprit la tâche un désagréable matin d'avril, mais s'arrêta avant midi à cause d'une lourde pluie qui semblait irriter son cheval, après avoir conduit un et un seul de ses mortels locataires à sa définitive demeure. C'était Darius Peck, le nonagénaire, dont la tombe était la plus proche de la chambre. Birch décida qu'il attendrait le lendemain pour Matthew Fenner, ce petit bonhomme âgé dont la tombe aussi était voisine. Mais il en repoussa l'exécution de 3 jours, n'osant travailler le vendredi saint, qui tombait le 15. Homme sans superstition, il n'en avait pas de respect particulier, mais désormais il refusa toujours d'entreprendre quoi que ce soit d'importance le 6e jour de la semaine. De toute évidence, les événements de ce soir-là avaient changé George Birch. L'après-midi de ce vendredi 15 avril, Birch prépara son cheval et son tombereau pour transférer le corps de Matthew Fenner. Qu'il n'était pas sobre à la perfection, il l'admit subséquemment. Mais il ne s'adonnait certainement pas à la boisson de la façon qu'il le fit ensuite pour oublier certaines choses. Il était juste assez embrouillé et cafouilleux pour que son cheval y réagisse sensiblement. Hennissant, ruant et détournant vicieusement la tête tandis qu'il le conduisait au caveau, exactement comme il l'avait fait la veille quand la pluie l'avait brusqué. L'air était clair, mais un fort vent s'était levé. Et Birch fut heureux de se mettre à l'abri quand il déverrouilla la porte de fer et entra dans le caveau souterrain. Un autre, peut-être, n'aurait pas supporté l'odeur et l'humidité de la pièce où étaient entassés les 8 cercueils. Mais Birch, à cette époque, y était devenu insensible, ne s'occupant que de placer le bon cercueil dans la bonne tombe. Il n'avait pas oublié les critiques subies quand les proches de Hannah Bisbee, souhaitant en transférer les restes à la ville où ils étaient installés, trouvèrent le cercueil du juge Capwell sous leur propre pierre tombale. La lumière était faible, mais la vue de Birch excellente, il n'allait pas prendre le cercueil d'Asaph Sawyer par mégarde, même s'ils étaient très ressemblants. Il avait bien sûr fait ce cercueil pour Matthew Fenner, mais il l'avait mis de côté parce que, fragile et mal raboté, se souvenant dans un accès de curieuse sentimentalité de comment le petit bonhomme s'était révélé accueillant et généreux lors de sa faillite il y avait 5 ans. Il avait donné au vieux Matt le meilleur que ce que son industrie pouvait produire et fut assez avare pour mettre de côté celui qu'il avait raté. Puis s'en servit quand Asaph Sawyer mourut d'une fièvre maligne. Sawyer n'était pas un homme fréquentable, et on racontait beaucoup d'histoires sur son caractère vindicatif, sans humanité, sa mémoire tenace des tromperies réelles ou imaginées. Birch ne se sentit aucun remords à lui attribuer le cercueil le plus mal dégrossi, celui qu'il poussait à l'instant hors de son chemin pour dégager celui de Fenner.
C'est juste au moment où il repoussa le cercueil du vieux Matt que la porte claqua d'un coup de vent, le laissant dans une obscurité encore plus profonde qu'auparavant. L'interstice étroit ne laissait passer qu'une faible lueur, et le puits d'aération de la voûte pratiquement pas du tout. Il en fut réduit à un tâtonnement profanatoire tout au long des caisses oblongues pour tenter de se frayer un chemin vers le verrou. Dans ce crépuscule funéraire, il secoua les poignets rouillés, s'arc-bouta sur le ventail de fer et se demanda pourquoi la porte massive était devenue soudain si récalcitrante. Dans l'obscurité, il commença aussi à comprendre ce qui lui arrivait et se mit à crier de toutes ses forces, comme si son cheval au dehors pouvait faire autre chose que hennir une réponse peu cordiale. Parce qu'à l'évidence, le loquet, négligé depuis si longtemps, venait de se casser, laissant le croque-mort feignant piégé dans son caveau, victime de son propre laisser-aller. L'incident avait dû se produire vers 3h30 de l'après-midi. Birch, étant d'un tempérament flegmatique et empirique, ne s'obstina pas à crier, mais il partit en quête de quelques outils qu'il se souvenait avoir laissés dans un recoin du caveau. On peut douter qu'il ait été touché, même un tout petit peu, par l'horreur et l'exquise étrangeté de sa situation, mais le simple fait de son emprisonnement, si loin des chemins habituels des villageois, suffisait à l'exaspérer rudement. Sa tâche du jour était tristement suspendue, et à moins qu'une chance improbable amène ici quelques promeneurs, il devrait rester ici toute la nuit, voire plus longtemps. La pile des outils bientôt retrouvée, se saisissant d'un burin et d'un marteau, Birch longea à nouveau les cercueils pour revenir jusqu'à la porte. L'air commençait à être désagréable, à l'excès. Mais ce n'était pas un détail à le préoccuper alors qu'il s'attaquait, moitié au jugé, à la serrure lourde et rouillée du vieux verrou. Il aurait donné cher pour une lanterne ou un bout de chandelle, mais faute de l'une ou de l'autre, il se mit à bricoler du mieux qu'il pouvait. Quand il découvrit que le verrou était coincé sans espoir, en tout cas hors de portée d'outils aussi modestes et dans de telles conditions de lumière que les siennes, Birch réfléchit à d'autres moyens de s'échapper. Le caveau avait été creusé à même la colline. C'est pour cela que l'étroit conduit de ventilation traversait plusieurs pieds de roche, rendant cette issue inutile même à examiner. Au-dessus de la porte, cependant, le haut vasistas, comme une fente dans la façade de briques, offrait à un ouvrier courageux la promesse d'un élargissement possible. Aussi, il resta longtemps à le fixer au-dessus de lui, raclant tous les recoins de sa cervelle pour trouver un moyen de l'atteindre. Il n'y avait rien qui ressemblât à une échelle dans le caveau. Et les tréteaux pour les cercueils, que Birch se donnait rarement la peine d'utiliser, ne permettaient pas de grimper jusqu'à cet espace au-dessus de la porte. Il ne restait que les cercueils eux-mêmes, pour lui fournir éventuellement une estrade. Et tandis qu'il en examinait l'hypothèse, il évaluait déjà les moyens de les disposer. 3 hauteurs de cercueil, calculait-il, pouvaient lui permettre d'atteindre le vasistas. Mais ce serait mieux avec 4. Il y avait assez de caisses et elles pouvaient être empilées comme autant de blocs. Alors il commença de gamberger sur comment placer les 8 de la façon la plus stable pour en faire une série de 4 marches. Tel qu'il l'entrevoyait, il ne pouvait que souhaiter que les éléments de l'escalier rêvé aient été bâtis assez solidement. S'il avait assez d'imagination pour souhaiter qu'ils aient été vides, on peut fortement en douter. Il décida finalement de constituer une base faite de 3 cercueils parallèles au mur, sur laquelle il déposerait 2 couches croisées de 2 autres, et enfin un dernier sur le dessus pour bâtir son estrade. Un arrangement qui pouvait être réalisé même avec un minimum de maladresse et lui procurerait la hauteur suffisante. Il serait encore mieux qu'il n'en utilise que 2 pour la base qui supporterait l'infrastructure, s'en réservant un de libre pour le poser tout au sommet si le plan envisagé requérait un peu plus de hauteur.
C'est ainsi que le prisonnier commença de s'agiter dans l'obscurité, tirant ses restes mortels muets avec bien peu de cérémonie, tandis que sa tour de Babel miniature s'élevait d'étage en étage. Plusieurs des cercueils commencèrent à se fissurer sous la rude manipulation, et il pensa que ce serait bien de réserver celui du petit Matthew Fenner, qu'il avait bâti plus solidement, pour le placer tout en haut et fournir à ses pieds un appui plus sûr. Dans la quasi-nuit, il se fia à son toucher pour sélectionner celui qu'il fallait, et bien sûr le trouva presque par un coup de chance, tel qu'il lui vint dans les mains par une étrange coïncidence après qu'il l'eut, sans le vouloir, placé près d'un autre sur la 3e couche. Son échafaudage enfin prêt, il offrit un repos à ses bras courbaturés en s'asseyant sur la première marche de son sinistre appareil. Puis Birch l'escalada avec précaution, portant ses outils pour atteindre les 3 vasistas. La bordure en était faite entièrement de briques, et il n'avait aucun doute qu'il pourrait rapidement l'élargir suffisamment pour y passer son corps. Quand commencèrent ses coups de marteau, le cheval au dehors hennit d'un ton dont on ne pouvait savoir si c'était encourageant ou moquerie. Dans les 2 cas, ça aurait été approprié, puisque la résistance inattendue du mortier d'apparence banale entre les briques était certainement un commentaire sardonique adressé à la vanité de l'espoir des mortels et indiquait que l'accomplissement de la tâche prévue résistait à tout possible stimulus. Le crépuscule s'annonça, et Birch tapait toujours. Il travaillait complètement au jugé, maintenant, puisque les nuages qui s'amoncelaient occultaient la lune. Et bien que ses progrès soient lents, il se sentait encouragé de voir la brèche s'étendre en haut de la mince ouverture. Il en était sûr, il pourrait s'extirper de là avant minuit. Et c'était bien caractéristique de sa personne qu'une telle pensée soit exempte de toute implication sinistre. Sans qu'aucune réflexion liée au lieu, à l'heure et à la compagnie sous ses pieds ne vienne l'oppresser, il continuait philosophiquement d'émietter le dur mortier, jurant quand un éclat lui revenait dans la figure et riant quand un autre débris atteignait son cheval, de plus en plus énervé, entravé à son cyprès. À ce moment, le trou était devenu assez grand pour qu'il se risque à y glisser le buste et s'y enfoncer laborieusement, poussant de façon que les cercueils sous ses pieds s'ébranlèrent et craquèrent. Il pensa qu'il n'aurait pas besoin d'en placer un de plus sur le haut de son empilement pour atteindre la bonne hauteur. Le trou était exactement à la bonne hauteur pour qu'il s'y glisse dès que sa taille le lui permettrait. Il devait enfin être minuit, lorsque Birch pensa qu'il pouvait se risquer dans le vasistas. Fatigué et transpirant, malgré de nombreuses pauses, il redescendit jusqu'au sol et s'assit un instant sur le cercueil du bas pour retrouver assez de force avant l'assaut final et se laisser glisser au dehors. Le cheval affamé hennissait sans s'arrêter et anormalement, au point qu'il souhaita vaguement que ça finisse. Il était curieusement indifférent à son évasion imminente, et craignait presque l'ultime effort, l'âge mûr lui ayant apporté un tantinet d'embon. Comme il remontait sur l'empilement tremblant des cercueils, il ressentit amèrement son poids, et surtout quand, atteignant celui du haut, il entendit un sinistre craquement témoignant que tout le bois se fendait à la fois. Ce n'était pas la meilleure idée, lui sembla-t-il, d'avoir choisi le cercueil le plus solide pour le placer tout en haut de l'estrade, parce qu'à peine y eut-il fait porter sa masse que les planches pourries s'écroulèrent, le faisant s'étaler 2 pieds plus bas dans un lieu qu'il préférait ne pas trop imaginer. Affolé par le bruit ou par la puanteur qui s'échappa soudain à l'air libre, le cheval entravé lança un hurlement qui était beaucoup trop frénétique pour être un hennissement et s'élança brutalement dans la nuit, remorquant follement sa charrette après lui. Birch, dans une situation désespérée, était maintenant trop bas pour se hisser facilement jusqu'à la fente élargie. Mais il rassembla son énergie pour au moins le tenter. S'agrippant au bas de l'ouverture, il commença à se tirer vers le haut quand il se sentit retardé
par une prise étrange sur ses 2 chevilles. Encore un moment, et il ressentit la peur, pour la première fois de cette nuit. Quoi qu'il tentât, il ne pouvait se débarrasser de l'étreinte inconnue qui lui maintenait les pieds dans une captivité impitoyable. D'atroces douleurs, comme des blessures sauvages, lui traversèrent les mollets, et sa cervelle était un vortex de peur mêlé à un irrépressible matérialisme qui suggérait des échardes et éclats, des clous défaits ou quelque autre caractéristique d'un mauvais cercueil brisé. Peut-être qu'il cria, en tout cas il se tortilla, se débattit frénétiquement, alors que toute conscience s'éclipsait dans une quasi-syncope. L'instinct le guida pendant qu'il gigotait pour passer dans l'orifice, et quand il s'enfuit en rampant après le son mou et discordant de sa chute sur le sol détrempé. Il ne pouvait pas marcher, semblait-il, et la lune qui réapparut a dû être témoin d'une horrible vision, tandis qu'il tirait ses chevilles ensanglantées vers la porte du cimetière, ses doigts s'agrippant dans une hâte affolée de la poignée noire, et son corps répondant avec ce ralenti fou dont on souffre quand vous poursuivent les fantômes d'un cauchemar. À l'évidence, cependant, personne ne le poursuivait. Il était seul et en vie, quand Armington, le concierge, répondit à son grattement affaibli contre la porte. Armington aida Birch à entrer et l'allongea sur un lit de fortune tout en envoyant son jeune fils, Edwin, chercher le docteur Davis. L'homme blessé était pleinement conscient, mais ne dit rien qui portât à conséquence, se contentant de bredouiller des choses comme « Oh, mes chevilles » ou « Va-t'en » ou « Coincé dans le caveau ». Le docteur vint avec sa trousse. Elle lui posa quelques questions précises, puis enleva les chaussures, chaussettes et pantalons de son patient. Les blessures, parce que les 2 chevilles étaient effroyablement lacérées au niveau du tendon d'Achille, semblèrent surprendre grandement le vieux médecin et progressivement l'effrayer. Ces questions débordèrent le strict domaine médical, et ses mains tremblaient alors qu'il nettoyait les membres mutilés, les bandant enfin comme s'il souhaitait retirer ses blessures à la vue le plus vite possible. Pour un médecin impassible, les vérifications à la fois menaçantes et craintives de Davis parurent bien étranges, tandis qu'il confessait le croque-mort affaibli de chaque détail de son horrible expérience. Il paraissait étrangement anxieux de savoir si Birch était sûr, mais absolument sûr, de l'identité de ce cercueil posé tout en haut de la pile. Comment il l'avait choisi? Comment il pouvait être sûr que ce fût le cercueil de Fenner dans l'obscurité? Et comment il avait pu le distinguer du cercueil posé dessous, celui d'Asaph Sawyer, le vicieux? Le solide cercueil de Fenner se serait-il effondré si facilement? Davis, un praticien à l'ancienne, depuis longtemps dans le village, s'était bien sûr rendu aux 2 funérailles, comme bien sûr il avait accompagné à la fois Fenner et Sawyer dans leur dernière maladie. Il s'était même demandé à l'enterrement de Sawyer comment le fermier vindicatif s'était débrouillé pour tenir droit dans une boîte ressemblant autant à celle du minuscule Fenner. Davis partit au bout de 2 pleines heures, enjoignant à Birch de ne jamais donner d'autre raison à ses blessures que les clous défaits et les éclats du bois rompu. En tout état de cause, qui donc s'imaginerait autre chose? Mais moins il en dirait, mieux ce serait, et qu'il ne laisse jamais aucun autre médecin examiner ses blessures. Birch s'en tint à ce conseil tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il m'en raconte l'histoire. Et quand je vis les cicatrices, anciennes et effacées comme elles l'étaient, je me rendis compte qu'il avait été sage de faire ainsi. Il boita tout le reste de sa vie parce que les grands tendons avaient été touchés. Mais je crois que c'est sa cervelle qui avait été estropiée. Sa façon de penser, autrefois si flegmatique et logique, s'était définitivement déréglée. Et c'était une pitié de voir ses réactions à des allusions comme « vendredi », « caveau »,« cercueil » et autres mots qui s'y apparentaient de moins près.
Son cheval, effrayé, était revenu à l'écurie, mais son compère, terrorisé, ne le put jamais. Il changea de métier. Mais toujours quelque chose pesait sur lui. C'était peut-être juste cette peur. Mais ça aurait pu aussi être la peur mêlée à une sorte étrange de remords quant à une cruauté passée. Son ivrognerie, bien sûr, ne fit qu'aggraver ce qu'elle avait pour rôle de compenser. Cette même nuit, quand le docteur Davis laissa Birch, il prit une lanterne et se dirigea vers le vieux caveau. La lune brillait sur les éclats de briques et le ventail détruit, et le verrou de la grande porte répondit de suite à la sollicitation extérieure. Préparé par les vieux supplices des salles de dissection, le docteur entra et regarda ce qu'il en était, étouffant la nausée qui lui prenait l'esprit et le corps, et que tout ce qu'il recevait par l'ouïe et la vue amplifiait. Il ne cria qu'une fois, et une seconde plus tard eut un spasme qui était plus terrible qu'un cri. Alors il revint à la loge et enfreignit ses propres règles et consignes en réveillant et secouant son patient, lui déversant ensuite dans les oreilles impuissantes une suite de chuchotements sifflants, comme s'il y coulait du vitriol. « Birch, c'était le cercueil d'Asaph, exactement comme je pensais. J'ai reconnu ses dents avec celles qui lui manquaient sur la mâchoire d'en bas. Jamais, pour l'amour de Dieu, ne montre jamais tes blessures à personne. Le corps était salement décomposé, mais je n'ai jamais vu une telle expression de vengeance sur une figure, ou ce qui fut une figure. Tu sais quel carne il a été pour se venger, comment il a ruiné ce pauvre Raymond 30 ans après leur procès pour la clôture, comment il a marché sur la gamine qu'il avait giflée en août dernier. C'était le démon incarné, Birch, et je suis sûr que cette rage, œil pour œil, pourrait passer celle de la mort elle-même. Bon Dieu, cette colère, j'aurais pas voulu que ça tombe sur moi. Mais pourquoi t'as fait ça, Birch? C'était une crapule. Je ne te reproche pas de lui avoir refilé un cercueil raté. Mais tu veux toujours en faire trop. Ça va, de lésiner sur la camelote un petit peu. Mais tu savais bien comme Fenner était tout petit. Birch, jamais je n'oublierai ça de ma vie, cette image. T'as dû donner un sacré coup de pied, parce que le cercueil d'Asaph était tombé par terre, sa tête brisée à l'intérieur, et tout le reste fichu en l'air. J'en ai vu des choses avant ça, mais là, Birch, il y en avait une de trop. Œil pour œil, Dieu du ciel, Birch, t'as eu juste ce que tu méritais. Ce cadavre m'a retourné l'estomac, mais ce que j'ai vu, c'était pire. Ces deux mollets que tu avais coupés net pour le faire entrer dans le cercueil trop petit de Matt Fenner. Cette histoire, publiée dans le magazine Fly Out, surnaturel, qui n'a pas laissé de traces dans l'histoire, sera reprise 3 ans plus tard, en 1928, dans Weird Tales, grâce à August Derleth, qui insiste auprès du magazine compte tenu de la misère de H.P. Lovecraft. Il en tirera $55. L'histoire finit comme ça. À vous de vous débrouiller pour que chaque élément du scénario a sa stricte place. Chaque phrase a son strict rôle du début à la fin. Il n'y en a pas une gratuite, il n'y en a pas une qui ne soit nécessaire à la conduite linéaire de l'histoire. Et ça s'arrête tout net. À vous de comprendre. Eh ben, à vous de comprendre. H.P. Lovecraft, 1925. Pour la sortie du magazine Fly Out. Histoire surnaturelle.